Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir une deuxième méthode pour calculer la variance d'un estimateur. On appelle ça la méthode graphique parce que vous allez voir que c'est parfaitement visuel. Je ferai le lien à un moment avec Kramer-Rao qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller voir cette vidéo sur la variance calculée avec la limite de Kramer-Rao. Donc comme toujours, on va commencer à une dimension, puis on passera à deux dimensions, parce que la méthode graphique, à partir de deux dimensions, devient très compliquée, puisque justement, elle est graphique, donc il faut pouvoir la représenter. Et comme vous le savez, représenter des choses au-delà de deux dimensions, ça pose toujours des problèmes. Donc on se contentera de une à deux dimensions, et après, on généralisera ça de façon abstraite pour les n dimensions. Donc c'est parti, imaginons qu'on a calculé le logarithme d'une vraisemblance, donc je dirais souvent log likelihood pour aller plus vite, puis à l'anglaise. Donc on a notre log likelihood, on a la somme de y égale 1 à n de notre logarithme de la fonction de densité de probabilité calculée sur finalement les observables que l'on a, les xi avec un θ, et à partir de ça, on va chercher le maximum de notre fonction de vraisemblance ou de notre log likelihood, ça donne la même chose, que je vais noter θml, puisqu'on est à une dimension, donc on n'a qu'une seule valeur pour θ. En tout cas, on a, une seule dimension pour θ. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire tout simplement un développement de Taylor autour de notre maximum. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que notre fonction de vraisemblance, enfin le logarithme de la vraisemblance, c'est égal au logarithme de la vraisemblance calculée au maximum, plus la dérivée de notre log likelihood par rapport à θ calculé à notre maximum fois θ moins θml, plus 1 demi de la dérivée seconde du log likelihood par rapport à, donc à θ calculé en θml fois θ moins θml au carré, plus les ordres supérieurs. Les ordres supérieurs, on va supposer qu'ils sont négligeables, donc on va faire un développement limité, hein, en réalité, pas un développement Taylor complet, mais un développement limité. On va négliger ces ordres en supposant qu'ils sont petits. Et donc, on va étudier chacun des éléments de ce développement. Donc, le premier élément, il est très simple, hein, c'est le logarithme de la fonction de vraisemblance calculée au maximum. Donc, je vais la noter ln de Lmax, hein, pour dire que c'est le maximum, finalement, de ma fonction de vraisemblance que j'obtiens ici. Alors, je prends le logarithme, naturellement. Ici, j'ai la dérivée première qui intervient. Or, comme c'est un maximum, la dérivée première est égale à 0, donc ce terme-là disparaît. Et si on regarde ce terme-là, vous voyez apparaître la dérivée seconde du log likelihood par rapport à θ carré. Et si vous regardez la vidéo précédente, ça, on a fait le lien avec la limite de Kramer-Rao. On voit, si vous regardez la définition même de la variance dans la limite de Kramer-Rao, vous verrez que ce terme de dérivée seconde, c'est parfaitement égal à moins 1 sur la variance de θ chapeau. Et je vais la noter par la suite, moins 1 sur sigma de θ au carré, pour simplifier les écritures. Donc là, voilà, vous voyez le lien avec Kramer-Rao qui apparaît ici. Alors, ça mis à part, on va continuer à analyser ça, mais donc on peut réécrire, en éliminant les ordres supérieurs, notre log likelihood comme étant la valeur maximale, moins 1 demi de θ moins θml au carré sur sigma θ au carré. Et si vous regardez cette formule, en fait, ça, c'est la formule d'une parabole. Donc, autour de notre maximum de vraisemblance, le log likelihood va prendre la forme d'une parabole. Et donc, on va pouvoir étudier cette parabole graphiquement. C'est pour ça qu'on appelle ça la méthode graphique. Donc ici, je l'ai représenté. On a ici notre maximum. On a ici la position du maximum en x. Et on a notre parabole qui est dirigée vers le bas, hein, bien évidemment, puisque ici, on a un moins. De toute façon, c'est un maximum, donc il faut bien redescendre de part et d'autre. Mais on a un moins ici qui va avec le θ au carré ici. Donc on a une parabole avec, si vous voulez, un ax au carré avec un a qui est négatif. Donc on a une parabole dirigée vers le bas. La fonction de vraisemblance est donc toujours maximale en une valeur et s'effondre suivant quelque chose qui ressemble à une parabole. On a quand même fait un développement limité, on a éliminé des termes, donc ce n'est pas tout à fait une parabole, mais c'est proche d'une parabole. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir estimer ce sigma θ qui nous intéresse et qui va être la variance visuelle graphique avec notre technique. Pour cela, on va remarquer que si je prends plus ou moins θ, que je me déplace de 1 θ par là ou 1 θ par là, je vais obtenir ici exactement 1, et donc je vais avoir le maximum moins 1,5. Alors, je vous le présente rapidement, c'est facile à voir. Si je me déplace de ce point-là
vers la droite, bah, mon θ va être égal à θml plus sigma de θ. Donc je vais remplacer ici θ par θml plus sigma. Les θml vont s'annuler. Et je vais me retrouver avec sigma θ au carré sur sigma θ au carré, donc 1. Et donc je me retrouve bien à avoir descendu par rapport au maximum de moins 1,5. Et je fais pareil de l'autre côté. Hein. Vous pouvez voir, c'est parfaitement symétrique. Si je me déplace vers θml moins, cette fois-ci, sigma θ, et ben, je vais avoir ici également mon maximum moins 1,5. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la méthode graphique. On va représenter le logarithme de la variance, le log likelihood, et on va chercher les valeurs où on a le maximum moins 1,5, et ces deux points-là vont nous donner sigma θ. Alors bien sûr, on a fait quelques approximations, hein, mais ces approximations, en règle générale, elles sont respectées quand on fait de l'analyse de données. Bien sûr, il vaut mieux vérifier à chaque fois quand on fait les choses. Alors, vous voyez que plus le sigma va être petit, plus la parabole va tomber très très vite, et donc plus vous allez avoir une précision grande, puisque votre sigma va être petit. Donc ça se voit graphiquement, et donc on est content quand on a une parabole qui est très serrée, et on est moins content quand on a une parabole très étalée, puisque ça va moins contraindre notre paramètre. Alors maintenant, on va faire la même chose à 2 dimensions. La seule nouveauté, c'est que maintenant, notre vraisemblance fait intervenir 2 paramètres, θ1 et θ2. Donc naturellement, le log de la vraisemblance aussi. Vous l'avez ici, hein, il est marqué là. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a calculé nos 2 maximums, un pour θ1 et l'autre pour θ2, que je vais noter θ1 ml et θ2 ml. Et on va, de la même façon, faire un développement de Taylor autour de ce maximum. Donc, on va devoir faire intervenir cette fois-ci les 2 variables, θ1 et θ2. Donc ici, notre fonction de logarithme de vraisemblance, ça va être égal au maximum du logarithme de la vraisemblance, donc voilà ce terme-là, plus les dérivées premières qui disparaissent puisqu'on a pris un maximum. Donc on va avoir que les dérivées secondes, mais là c'est plus compliqué puisqu'on a les dérivées par rapport à θ1 qui vont apparaître, les dérivés par rapport à θ2 qui vont apparaître, mais également les dérivés croisés par rapport à θ1 et θ2, puisqu'on a des dérivées secondes. Donc j'ai tout mis ici dans ce terme, où vous allez faire varier i entre 1 et 2 et j entre 1 et 2. Vous dérivez votre log likelihood par rapport à θ1, θi et θj, donc θ1 et puis θ2 alternativement, et ça vous donne tous les cas de figure ici, le tout multiplié par θi moins θi ml fois θj moins θj ml. Alors, si on regarde ce terme-là, il doit normalement vous faire penser à quelque chose. Si vous avez regardé la vidéo précédente, en fait, ici, vous voyez apparaître l'information de Fisher qu'on avait définie. Alors, il y a une petite subtilité, il y a un moins dans l'information de Fisher qu'il faut ajouter, donc on ne l'oubliera pas, hein, mais ici, on peut faire très clairement le lien avec ce qu'on a vu précédemment et l'information de Fisher. Or, l'information de Fisher, que je vais noter ici I de IJ, on a vu que c'était l'inverse de la matrice de covariance. Donc, écrivons cette matrice de covariance et on va la faire intervenir dans l'écriture qui est au-dessus de notre développement de Taylor. Donc, notre matrice de covariance, ici, je vais l'écrire sous cette forme-là. Sigma 1 carré, sigma 2 carré sur la diagonale, donc ça c'est la variance, et ici on va faire intervenir les termes de covariance entre sigma 1 et sigma 2, mais pour l'écrire d'une façon plutôt pratique, je l'ai écrit avec le facteur de corrélation. Donc vous vous rappelez que la corrélation, c'est la covariance divisée par sigma 1, sigma 2, hein, pour ce paramètre θ1, θ2. Donc en fait, ici, pour avoir la covariance, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ρ, le multiplier par sigma 1, sigma 2, et ça me donne ce terme-là. Et on a bien notre matrice de covariance. Alors maintenant que j'ai ma matrice de covariance, moi ce que je veux, c'est pas la matrice de covariance, mais c'est son inverse. Donc il va falloir calculer l'inverse d'une matrice. Donc faisons-le, l'inverse de matrice de covariance que je vais noter V-1, c'est, alors il y a différentes façons pour calculer l'inverse, mais là je vais y aller rapidement, c'est 1 sur le déterminant de ma matrice, donc le déterminant vous pouvez le calculer, c'est ça fois ça moins ça fois ça, donc c'est ce terme que vous avez ici, au dénominateur. Et puis après, ce que je vais faire, c'est calculer la transposée de la matrice de cofacteurs. Alors la matrice de cofacteurs, vraiment rapidement, va échanger ces deux termes-là et échanger ces deux termes-là en rajoutant un moins. Et la transposée va rééchanger les deux termes sur la diagonale. Donc ça me donne ce résultat-là. En plus, là, c'est relativement simple, puisque sur la diagonale, j'ai une symétrie, donc ça me simplifie les choses. À la transposée, en fait, je n'ai pas besoin de la faire.
Donc maintenant que j'ai l'inverse de ma variance, vous l'avez ici. Et donc, je peux faire intervenir tous les paramètres. Il y en a 4, donc je vais prendre tour à tour celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci dans mon calcul. Donc faisons-le, hein, je vais le faire. Voilà ce que ça donne. Si je prends avec la dérivée par rapport à... Enfin, ce terme-là va me faire apparaître sigma 2 carré fois tout ce terme-là. Donc ça va se simplifier en me laissant que le sigma 1, sachant que j'ai mis le 1 sur 1 moins ρ carré en facteur, avec ici donc le facteur de corrélation. Je fais la même chose pour le terme qui sera ici, qui va me faire disparaître le sigma 1 carré, donc il ne me reste que le sigma 2 au carré, et donc là c'est la deuxième partie. Et puis vous avez le terme croisé qui vous fait intervenir à moins. Je vous rappelle quand même que ici, ce n'est pas directement V-1, mais il y a un signe moins à mettre là. Hein, c'est ce que je vous avais dit de faire attention. Dans la matrice de Fisher, il y a un signe moins. Donc ce signe moins, je l'ai mis ici. Donc là, normalement, je ne me suis pas trompé. Vous avez donc deux termes ici positifs et un terme négatif qui correspond au terme sur la lentille diagonale. Donc maintenant qu'on a ça, on a une forme qui ressemble à ce qu'on avait précédemment, mais bien plus compliqué naturellement, mais on peut étudier ça de façon graphique. Alors, bien sûr, c'est plus compliqué, hein, c'est à 2 dimensions, mais on peut se mettre dans la même situation que précédemment, à 1 dimension, c'est-à-dire que nous, on va chercher les cas de figure où, finalement, on a notre maximum moins 1,5. On verra que c'est intéressant juste après, mais je vais vous présenter ça graphiquement. Mais ça voudrait dire que tout ce terme-là, on va chercher les cas où tout le terme qui était là est parfaitement égal à 1. Donc si je veux résoudre cette équation, tout ce terme-là égal à 1, vous pouvez regarder, ça correspond à une ellipse qui va être centrée autour de mon maximum de vraisemblance. Donc ça, c'est un terme géométrique en fait en θ1 carré, θ2 carré. C'est presque un cercle, mais c'est un cercle déformé, donc on ne trouve pas la définition d'un cercle, mais la définition littérale d'une ellipse, et donc vous avez quelque chose qui va ressembler à une ellipse. Alors voilà à quoi ça peut ressembler. Donc ça, c'est juste un exemple et une illustration, hein. Mais on va avoir une ellipse centrée autour de ma valeur de maximum, et on va avoir une forme d'ellipse qui va nous permettre de déterminer les valeurs de sigma 1 et sigma 2, et même du facteur de corrélation. Alors en fait, si vous prenez les deux extrémités de votre ellipse, le cas où vous allez être le plus à droite et le cas où vous êtes plus à gauche, vous pouvez vérifier, c'est le cas où on aura θ1 ml moins sigma 1 et θ1 ml plus sigma 1. Donc ça vous permet de déterminer finalement sigma 1 en traçant cette ellipse. De la même façon, on va pouvoir trouver sigma 2 en regardant les deux positions extrêmes verticales cette fois-ci. Et vous avez le paramètre de corrélation qui va être donné par l'inclinaison de votre ellipse, la déformation elliptique. Si vous avez un cercle, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. Si vous avez quelque chose qui est elliptique, vous allez pouvoir déterminer le paramètre ρ. Donc plus la variance est petite, plus l'ellipse est petite, et plus le coefficient de corrélation est grand, plus vous allez avoir une pente comme ça et une ellipse déformée. Donc ça, le coefficient de corrélation va vous donner la pente, va être donné par la pente de l'ellipse. Voilà, donc là j'ai fini avec la partie graphique. Alors cette partie graphique, elle n'est pas complètement usuelle. Néanmoins, si vous représentez votre fonction de log likelihood, vous allez avoir une fonction qui va être... Vous pouvez la représenter, techniquement on peut le faire, hein, quand on fait de l'analyse de données, on peut représenter notre log likelihood. On va avoir donc, on peut déterminer des ellipses telles que ce coefficient-là est égal à 1, et ça vous permet visuellement d'estimer vos variances et la corrélation de vos paramètres. Donc c'est quelque chose qui est très utile quand on regarde les choses, on regarde les données, qu'on explore les données, et qu'on explore donc plutôt des modèles, hein, des modèles appliqués à des données. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention.